Je reprends, désolé, il y a eu une coupure que je ne m'explique pas. Donc, j'ai écouté là où j'en étais, comme il m'a fallu ça environ, je pense, 5-10 minutes pour me rendre compte de la coupure. Je crois que je me souviens à peu près de ce que j'avais dit après, que je vais essayer de redire maintenant. J'ai réécouté ce que je disais juste avant la coupure. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop d'incohérences dans mes propos. Donc j'étais en train de parler de Wilson et de la sociobiologie et j'ai failli dire une bêtise, mais je suis arrivé à ne pas la dire en contrôlant sur mon ordinateur. J'ai failli dire que Wilson avait eu un prix Nobel. En fait, vérification faite, ce n'est pas le cas, mais il avait quand même eu un prix de l'Académie de Suède, d'où vraisemblablement ma confusion. Tout ceci pour dire que même si la sociologie n'est pas vraiment, de mon point de vue, une science sérieuse, on ne peut nier que des scientifiques sérieux y aient contribué. Et je crois que j'enchaînais, il me semble que je ne l'avais pas encore dit, sur les aspects idéologiques de la sociobiologie. Et puis j'insistais aussi sur le fait que science et idéologie, évidemment, présentée comme ça, c'est à nouveau une séparation binaire, dichotomique, un peu exagérée, l'une de celles que critique Whitehead et que peut tout aussi bien critiquer Haraway. Il n'y a pas d'un côté la science, de l'autre l'idéologie. Il y a de l'idéologie dans la science comme il y a de la science dans l'idéologie, mais on peut mettre des accents sur des points qui sont plus idéologiques, d'autres qui sont plus scientifiques. Donc je crois que ça, ce n'est pas dans ce que j'ai déjà enregistré sur la sociobiologie. Son côté idéologique, c'est que la sociobiologie, en fait, se contente de justifier un certain nombre de préjugés bourgeois occidentaux masculins typiques au nom de la science. Typiquement, le discours sociobiologique. Bon, la sociobiologie fait jouer la sélection naturelle. Ça, c'est une question qui, me semble-t-il, est toujours sérieusement débattue par les biologistes. À quel niveau faut-il faire jouer la sélection naturelle? Est-ce qu'elle se situe au niveau des gènes? Est-ce qu'elle se situe au niveau des individus? Est-ce qu'elle se situe au niveau des, je mets les guillemets, espèces, puisque les espèces sont toujours d'une certaine façon une construction, même si c'est une construction naturelle, elles sont le produit de l'évolution, mais c'est aussi nous qui, dans ce produit de l'évolution, trouvons commode parfois de faire des coupures à tel ou tel niveau. Donc il y a vraiment une discussion sérieuse scientifiquement sur le niveau auquel se situe la sélection naturelle. Les sociobiologistes ont tendance à considérer, mais là-dessus c'est une position qui peut être considérée comme tout à fait sérieuse, que la sélection naturelle se situe au niveau des gènes. C'est après que les conséquences qu'ils en tirent deviennent très simplistes et
dans la paire, dans le contraste science-idéologie, me paraissent manifester plus d'idéologie que de science. Parce que le discours sociobiologique typique donc consiste à dire que les gènes tendent à se propager. La survivance du plus apte, du point de vue de Darwin, c'est la survivance de celui qui se propage le mieux, qui se développe le plus, qui se reproduit le plus. Donc au niveau des gènes, c'est la survivance du gène qui se propage le plus. Or, pour propager leur gène, les hommes, ou plutôt les gènes des hommes pour se propager, ont intérêt à ce que leur porteur aille inséminer de son sperme le maximum d'ovules possible, puisque ça fera autant de porteurs après du gène des gènes de l'homme en question. Donc biologiquement, il est naturel que les gènes des hommes poussent les hommes à multiplier les conquêtes, à séduire et à vouloir coucher avec un maximum de femmes. On n'y peut rien, c'est dans leur gène et c'est comme ça que l'espèce s'est développée. En revanche, du côté des femmes, comme 9 mois c'est long, il y a nécessité et que pendant ces 9 mois, surtout vers la fin, les femmes peuvent avoir quelques difficultés à mener leurs activités quotidiennes, a posteriori dans des périodes anciennes où les activités quotidiennes des femmes étaient tout autant que celles des hommes, éventuellement la chasse, donc la chasse des animaux sauvages, je veux dire. Les femmes ont intérêt, au contraire, à s'attacher à un homme qui va protéger leur descendance, qui va protéger les êtres qui portent leur gène, et donc les femmes sont biologiquement déterminées à exiger des hommes la fidélité, alors que donc les hommes sont biologiquement déterminés à être infidèles. Donc cette vision des relations humaines, on peut considérer elle décrit une certaine période de l'histoire humaine, un certain moment de développement de la société occidentale, mais que ce n'est pas quelque chose d'absolument universel. Et d'ailleurs, quand on oppose aux sociobiologistes le fait que dans telle ou telle peuplade de Polynésie ou d'Amérique du Sud, les comportements sociaux ne sont pas du tout de ce type, type donc de la bourgeoisie occidentale, de j'allais dire fin du 19e siècle, mais Wilson c'est même fin du 20e siècle, donc disons bourgeoisie occidentale du 20e siècle. Quand on oppose aux sociobiologistes que ailleurs c'est différent, ils arrivent toujours à trouver une explication pour laquelle, dans ce contexte particulier, effectivement, c'est telle attitude qui va être plutôt biologiquement avantageuse, et donc dans tel contexte particulier, c'est telle attitude qui a été biologiquement déterminée, mais évidemment, ça ne change rien pour eux
au caractère strictement déterminant des caractéristiques biologiques qui ne laissent pas de possibilité d'autonomie aux individus humains. Par ailleurs, si on prend un critère de scientificité popérien, on voit bien que cette sociologie n'est pas du tout, cette sociobiologie n'est pas du tout popérienne, puisqu'elle est parfaitement prémunie contre la falsification, contre la réfutation, et s'arrange toujours pour ne pas tenir compte de ce qu'on pourrait lui opposer comme contre-exemple et en fait de réinterpréter les contre-exemples comme des exemples qui viennent à son appui. Alors il me semble que maintenant on ne parle plus tellement de sociobiologie, mais en revanche, d'après un certain nombre de lectures que j'ai pu avoir, les étudiantes et les étudiants de double licence philo-psycho pourront démentir ou confirmer. Ce qui a succédé assez largement à la sociobiologie et qui tient à peu près le même discours biologique déterministe, c'est ce qu'on appelle la psychologie évolutionniste, laquelle, à nouveau, semble considérer dans sa version dominante, ce n'est pas dire que tous les psychologues évolutionnistes sont comme ça, il y en a semble-t-il qui ont des visions plus fines, moins strictement déterministes, mais le courant dominant voit un déterminisme strict entre l'évolution et nos comportements. Nous ne sommes finalement que les marionnettes de nos gènes, sans aucune possibilité d'autonomie, sans aucune complexité qui pourrait naître de la multitude ou même de la non-linéarité des interactions. Mais évidemment, pour en revenir à Raoult, l'idéologie biologique déterministe n'est jamais qu'une position dans la culture scientifique, d'où parler des significations de l'animalité humaine. Donc l'animalité humaine, c'est ce lien qu'établit la théorie de l'évolution darwinienne entre les êtres humains et les animaux, cette continuité entre les êtres humains et les animaux. L'idéologie biologique déterministe en tire la conclusion que, comme les animaux, les êtres humains sont les pantins de leurs gènes, les êtres humains sont complètement déterminés. Il n'y a aucune ou quasiment aucune autonomie. Il y a bien sûr d'autres positions possibles. C'est pourquoi Raoult dit elle laisse toute la place voulue au. Alors, je préciserai après ce qu'il faut entendre par partisan du radicalisme politique. Donc, il y a d'autres positions possibles, mais les autres positions possibles, notamment, je dis il n'y en a pas qu'une, mais la plus évidente, c'est celle qui consiste à inverser les choses. Là où l'idéologie biologique déterministe dit les êtres humains, comme les animaux, sont manipulés par leur gène, il y a la possibilité de dire, certes, les gènes, l'évolution joue un rôle, mais il est tellement complexe que les animaux, comme les êtres humains, disposent d'une certaine autonomie. Les animaux, comme les êtres humains, ne sont pas les marionnettes de leurs gènes. Il y a la possibilité d'autonomie animale comme il y a la possibilité d'autonomie
humaine. Donc il n'y a là que deux positions opposées que je présente, mais il y a une multitude de positions intermédiaires. Après tout, là, quand je dis ça, je me situe encore dans une vision dichotomique, dualiste, ou bien on est complètement déterminé, ou bien on est complètement autonome. Il y a une multitude de gradations, de contrastes entre ces deux possibilités, et on peut très bien considérer que les animaux sont peut-être un peu plus déterminés que les êtres humains, tout en accordant aussi une autonomie aux animaux. Il y a, je le répète, une multitude de positions possibles. Là où je voudrais en revenir avant d'en finir avec ce commentaire sur les commentaires, c'est c'est sur radicalisme politique que plusieurs personnes ont mal compris. Alors peut-être à juste titre, enfin, vous avez, disons, des excuses à avoir mal compris. Il est vrai que juste avant, il était question de l'enseignement du créationnisme chrétien moderne, et vous êtes plusieurs à avoir compris que le radicalisme politique auquel fait allusion Haraway ici, c'est le créationnisme chrétien moderne. Sauf que je me rends compte, en fait, ça, ce n'est pas une lecture possible, et du coup, j'en viens à me demander si je ne caricature pas les copies que j'ai lues, puisque pour le créationnisme chrétien moderne, il n'y a pas de continuité entre les êtres humains et les animaux, il n'y a pas d'animalité humaine, il y a création séparée des humains et des animaux. Radicalisme politique, en fait, Donna Haraway écrit du radicalisme politique parce qu'elle pense à un radicalisme politique bien précis, mais il faut bien comprendre qu'il y a en réalité une multitude de radicalismes politiques. Comme le disait un philosophe dont je vous parlerai au deuxième semestre, être radical, c'est vouloir prendre les choses à la racine, et la racine de l'homme, c'est l'homme même. Et les positions du radicalisme politique sont des positions qui veulent prendre les choses à la racine, idée qui peut être critiquable d'ailleurs. On peut vouloir opposer les rhizomes aux racines, mais ceci est une autre histoire, pour parler comme Kipling, qui n'a rien à faire ici. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, on peut être radical politique de bien des façons différentes. Il y a un radicalisme politique de gauche, il y a un radicalisme politique de droite, il y a un radicalisme politique du centre, et puis il y a aussi non pas un radicalisme religieux, puisqu'on nous parle tout le temps ces temps-ci du radicalisme, de radicalisation en lisant ça aux musulmans, mais en liant ça aux musulmans, il peut y avoir aussi autant de radicalisme religieux qu'il y a de religion. Au minimum, parce qu'il y a même sans doute plusieurs façons d'être radical religieusement pour une religion donnée. C'est pourquoi tout le discours sur la radicalisation est un discours complètement creux, dans la mesure où il emploie très mal finalement le terme radical en l'appliquant à simplement une petite fraction très 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 limitée de la multitude des radicalismes. Mais le radicalisme politique dont parle Haraway ici
C'est le radicalisme dont elle se réclame, elle, radicalisme socialiste, féministe, c'est un radicalisme politique émancipateur. Elle dit finalement qu'on n'est pas obligé, quand on accepte la théorie de l'évolution darwinienne, d'accepter en même temps l'idéologie biologique déterministe. On peut tout aussi bien tirer de la théorie de l'évolution darwinienne des conséquences émancipatrices et pas des conséquences réductrices. On peut en tirer des conséquences qui vont dans le sens d'une libération humaine et animale que dans le sens d'un asservissement humain et d'un asservissement animal. Je me rends compte que 1 heure s'est déjà écoulée maintenant sans que j'ai pu même en revenir au cours. C'est dommage parce que j'avais préparé avant le cours pour une fois la bonne traduction de Whitehead, La science et le monde moderne, et qu'au lieu de vous improviser ma médiocre traduction, j'aurais pu vous lire la bonne. Je vais quand même, avant d'arrêter, donner, parce que je ne l'ai pas fait suffisamment les autres fois, les noms des auteurs de cette bonne traduction. J'ai mentionné le nom du collègue belge, l'universitaire Michel Weber, qui anime cette équipe de travail sur Whitehead et qui est celui qui m'a fourni cette bonne traduction. Mais Michel Weber n'est pas celui qui a fait la bonne traduction. La traduction est de Henri Vaillant et Michel Weber n'est même pas celui qui a relu cette traduction, qui est Jean-Marie Brevard. Il est bon que leur nom soit mentionné dans la mesure où j'espère, on ne sait jamais, peut-être que des gens écouteront cet enregistrement et qui sait, peut-être que suffisamment de pression seront faites sur les éditeurs pour que cette bonne traduction universitaire faite par des gens qui connaissent Whitehead soit à nouveau édité plutôt que la traduction qu'il y a actuellement, qui est une bonne traduction littéraire, mais qui étant réalisée par quelqu'un qui n'est pas du tout spécialiste de la pensée de Whitehead, passe à côté d'un certain nombre de subtilités et n'est pas du tout satisfaisant. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Du coup, en fait, je ne sais pas si vous aurez beaucoup de questions à me poser, mais n'hésitez pas à m'en poser néanmoins. Donc, je ne sais pas encore quand je réaliserai un deuxième enregistrement, mais ça ne sera pas de toute façon avant le cours que je vais faire normalement le 38, c'est-à-dire le 7 novembre. Donc, prochain cours le 7 novembre et j'espère que vous aurez regardé ou écouté cet enregistrement d'ici là. Donc la suite dans des conditions normales. J'allais dire la semaine prochaine si vous le voulez bien, mais je ne sais pas encore quand je vais mettre cet enregistrement en ligne. Donc la suite normalement jeudi à 10 heures. Au revoir et à bientôt.